Plantes et Santé, le magazine de la phytothérapie, vous présente l'émission Voyage parmi les plantes avec François Couplan. Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur l'antenne de Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui nous entamons un deuxième épisode de l'émission Voyage parmi les plantes. On a le grand plaisir d'avoir dans ce studio notre ethnobotaniste préféré François Couplan. Bonjour François. Et bonjour Nathalie. Ça va ? Oui, ça va bien, c'est absolument charmant ici. Le seul truc, c'est où les plantes là ? Justement, on t'attendait pour en rajouter. Voilà. Quels sont tes conseils pour ce studio justement ? Il y a beaucoup de matériel informatique. J'ai aucun conseil. Je veux dire, quand on est dans un studio de radio, on est à 0% de nature et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça, faut l'accepter. La nature, on va la trouver ailleurs, mais ici, c'est un peu difficile, quoi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait ajouter quand même une plante dans ce studio ? Qui pourrait tenir, parce qu'il fait chaud. Oui, certainement. Tu sais, je veux dire, les plantes d'intérieur, les plantes d'appartement sont des plantes tropicales en général, donc elles aiment le chaud, elles aiment l'humide. Un truc qui est quand même assez marrant à savoir, c'est que à peu près 80% de nos plantes d'intérieur sont toxiques. Contre dans les jardins, c'est à peu près 20%, les jardins d'ornement, à peu près 20% de plantes toxiques avec des aconites, des ancolies, des digitales, des choses comme ça. Et puis, dans la nature, par contre, il y a très très peu de plantes toxiques. Il y en a un tout petit pourcentage. Et pourtant, ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que, première chose que les gens vont penser et souvent exprimer quand on leur propose de manger des plantes sauvages dans la nature, c'est « est-ce que je vais pas m'empoisonner ?» Alors que, dans les faits, ils vivent dans un appartement entouré de Dieffenbachia, d'Anthurium, d'Amaryllis, d'Euphorbes, comme on appelle ça, épine du Christ ou étoile de Noël, machin comme ça, toutes sortes de plantes qui sont très toxiques, voire mortelles. Mais dans leur appartement, c'est pas grave, parce que ce sont des plantes qui sont domestiquées, c'est sous contrôle. Par contre, dès qu'on est dans la nature, là on a peur, parce que là ça pousse tout seul et on n'a plus le contrôle. Voilà. Alors très toxique, voire mortel, tu veux dire dans leur consommation? Oui, bien pas sûr, dans ce qu'elle, bien évidemment. Pas dans ce qu'elle dégage. Mais bien évidemment, ce qui veut dire que, par exemple, quand je fais mes sorties au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, par exemple, où je montre aux gens des plantes toxiques. Une qui est très couramment plantée, c'est l'if. L'if est absolument mortel. Donc réaction d'une personne une fois, c'est « mais on devrait arracher toutes ces plantes. On devrait arracher tous ces ifs qui sont mortels. » Bon, or, dans la pratique, les gens vivent sans qu'il y ait le moindre problème avec les plantes toxiques. Donc c'est pas un souci en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le concept. Dès qu'on est dans un milieu plus naturel, on a peur. Donc mon travail, c'est justement de permettre aux gens de retrouver une relation saine, vivante, utile également, mais comment je peux dire, sereine avec ce monde végétal qui nous entoure. Alors juste une petite question avant peut-être d'entamer notre sujet du jour. Oui. Tu sais, à Paris et peut-être en Ile-de-France, il y a beaucoup de géraniums. Qu'est-ce que tu penses du géranium ? Alors, les géraniums sont des pélargoniums, en fait, pour être précis botaniquement, parce qu'on a des géraniums qui poussent sauvages dans nos régions. Là, ce sont des pélargoniums qui viennent d'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, les pélargoniums, donc, c'était des légumes pour les peuples qui vivaient sur place à l'époque, si ce n'est que c'est très astringent, ça contient beaucoup de tanins, donc c'est pas forcément très très bon. Maintenant, ce qui est intéressant, très intéressant, c'est ce qu'on appelle les géraniums odorants, qui sont moins couramment plantés parce qu'ils ont besoin de plus de chaleur, ceux-là, que nos bons pélargoniums zonalés. Qui tiennent très très bien, hein. Le pélargonium se tient très bien. Si tu l'arroses une fois par semaine et que tu lui dis des mots d'amour. Mais c'est moins intéressant d'un point de vue gustatif. D'accord. En tout cas. Par contre, ces pélargoniums odorants, ces géraniums odorants, c'est vachement sympa. Ça, moi, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. L'huile essentielle de géranium est une des huiles qui peut servir au cas d'urgence, enfin à avoir chez soi. C'est une super huile essentielle. D'accord, mais enfin on va pas forcément distiller soi-même l'huile essentielle avec le géranium du balcon, quoi. Quoique ça marche avec la cocotte minute, mais on pourra faire une émission là-dessus une autre fois. Avec plaisir. Alors François, tu étais avec un groupe dans la vallée de Chevreuse ce week-end, il me semble.
Enfin, les chevreuses, oui. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait avec ce groupe? On s'est retrouvé à la sortie du RER à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ça qui est bien, je veux dire, même dans Paris intramuros, on peut trouver plein de plantes. On a recensé 1200 espèces de plantes dans Paris. Donc, souvent, j'emmène les gens au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. C'est juste un petit peu plus difficile de cueillir, tandis que quand on va juste un peu plus loin, en dehors de Paris, il y a des endroits qui sont franchement riches en espèces, et où les plantes ne sont, on va dire, pas plus polluées que les légumes bio qu'on achète sur le marché de Raspail. Donc voilà, donc j'estime qu'on peut les cueillir. Et là, on s'est dirigé vers une commune où on n'utilise plus d'herbicides. Maintenant, vous savez que c'est très à la mode et c'est très bien d'avoir des communes zéro herbicide. Je trouve que c'est une très bonne initiative, effectivement, pour tout le monde. Et du coup, on est allé se balader et faire notre cueillette. Et ensuite, on est allé dans un endroit, une maison de la nature du parc régional de Chevreuse. Et on a fait la cuisine, on a fait un super repas, un super gueuleton. Et voilà, on a fait ça sur 2 jours. Et moi, j'adore ça parce que c'est du concret. C'est vraiment, on est avec les plantes pendant tout un week-end. Et puis, en plus, on se nourrit et on fait la fête. Et c'est très convivial. Et ça change énormément de choses pour les gens qui viennent. Alors, est-ce que ce sont des gens qui sont déjà un petit peu avertis, initiés, qui ont l'habitude de eux-mêmes cultiver des plantes ou ramasser des plantes sauvages, ou est-ce que ils sont totalement parfois néophytes et ils ont envie de se rapprocher un peu plus de cette nature? Alors, il y a les deux, mais des spécialistes, il y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a pas beaucoup. Par contre, pratiquement tout le monde, en tout cas tous les gens qui sont intéressés par les plantes, connaissent déjà quelque chose. Un petit quelque chose. Il y a une dame, par exemple, qui m'a dit « Ah oui, moi, je ramasse des orties, mais je connais que ça. » Puis sa voisine à côté « Ah, moi, je connais les pissenlits, je ramasse pratiquement que ça. » Donc, voilà, au bout du compte, c'est pas une grande connaissance, mais il y a déjà quand même... attrait. Ah bah, de toute façon, attends, sinon il viendrait pas, il paierait pas pour ça quand même. Je veux dire, faut pas rêver. J'ai peut-être atterri là, je sais pas. Ouais. Non, mais souvent, souvent il y a des gens qui viennent parce qu'on leur offre le week-end. Ah oui, tiens, il y a plusieurs personnes là, c'est marrant. Ah, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ou tiens, c'est une amie ou une collègue de travail qui m'a offert ça pour ma retraite. Des choses comme ça. C'est une super idée. Ah ouais, c'est vachement bien, ça marche bien, c'est chouette. Mais évidemment, les cadeaux ont été choisis à bon escient. Oui, hein, quand c'est même, sûr. voilà. Alors justement, cette femme qui te parlait de sa cueillette d'orties aujourd'hui, je souhaitais qu'on parle de cette fabuleuse plante qui a beaucoup de bienfaits. Ok. Alors parle-nous, explique-nous l'ortie. Qu'est-ce que c'est? Oula. Par quoi commencer? L'ortie. Déjà, ça pique. Bon, bah voilà, tu vois. On est d'accord. C'est quand même la première des choses. L'ortie, ça pique. Donc l'ortie, c'est très intéressant parce que ça ne laisse pas indifférent. Ça rebute. Quand les gens ont goûté une soupe d'ortie, par exemple, ils ont trouvé que c'était très bon. En plus, on sait quand même, on commence à savoir un petit peu que l'ortie, ouais, c'est riche en toutes sortes de choses. Donc, l'ortie, c'est ambivalent. À la fois, ça repousse, à la fois, ça attire. Donc, mon truc à moi, c'est de jouer sur le côté attirant et de le mettre plus en valeur, tout en permettant aux gens de dépasser cet aspect repoussant de l'ortie qui pique. Qui est urticant. Voilà, donc en dédramatisant la situation. Voilà. Alors, est-ce que l'ortie pique parce que c'est une manière de se défendre, finalement? Est-ce que si on se connectait à de l'ortie, on pourrait en cueillir sans avoir tous les effets urticants que ça provoque? C'est une jolie question. Je vais répondre, comme très souvent, je suis obligé de répondre quand on parle du monde végétal, oui et non. Non, dans la mesure où l'ortie pique physiquement, c'est-à-dire qu'elle fabrique des poils urticants qui sont des sortes de petites des cellules en silice qui se brisent au moindre contact, qui incisent la peau et qui laissent passer sous l'épiderme un mélange un petit peu détonnant quand même, en tout cas allergisant et douloureux, d'histamine, d'acétylcholine, d'acide formique, ce qui provoque une petite papille et puis une brûlure très nette. Donc il y a quelque chose qui est vraiment physiologique, là on peut pas y échapper. Est-ce que c'est une défense? Probablement, on peut penser que c'est une défense contre les herbivores, effectivement, et ça marche
Plus ou moins bien d'ailleurs, parce qu'il y a des animaux, ça les dérange pas, et ils broutent les orties tranquillement. Voilà. Maintenant, il y a certaines orties, que ce soit des individus ou des groupes d'individus, qui sont beaucoup moins urticants que d'autres. Donc, ils ont des petits poils un peu veloutés, mais pas ou très peu de poils urticants. Voilà, donc ça arrive. D'autre part, il faut savoir que quand on cueille l'ortie délicatement, en la prenant par-dessous, on a tendance à moins se piquer que quand on la prend à pleine main et qu'on l'arrache comme une brute. Voilà. Donc la délicatesse peut jouer là-dedans. Ce qui est intéressant, parce que l'ortie, en même temps, c'est une plante de ce fait qu'on respecte. Alors, on la déteste parce que c'est une mauvaise herbe qu'elle vient envahir. Mauvaise herbe, j'ai mis des guillemets, hein, vous avez entendu. Mais, donc on l'arrache, elle se propage par ses rhizomes, ses tiges souterraines, donc elle vient... on l'aime pas, quoi. Voilà. Mais d'un autre côté, on est quand même obligé de la respecter. On va pas l'empoigner à main nue comme ça et puis tirer dessus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Elle impose le respect, en fait, l'ortie. On peut dire ça comme ça. Ah bah oui. Oui. Est-ce qu'elle pousse toute l'année, François ? Alors, ce qui est intéressant avec l'ortie, c'est une plante vivace qui est très vivace. Donc, en début d'année, elle fait des petites pousses. Après, elle va donner de grandes tiges. Et quand elle donne de grandes tiges, là, c'est un petit peu moins savoureux, on va dire. Hein. C'est même tellement chargé en certains types de nutriments que ça peut être limite trop puissant. On reviendra sur le côté nutritionnel. Mais il suffit de la faucher et pof, elle redonne des petites pousses. Donc toute l'année, on fauche et le pousse, on fauche et le pousse, on fauche et le pousse. Et on peut en trouver même en plein hiver si ça gèle pas trop. Donc ça permet une cueillette abondante pendant toute l'année. Et d'autre part, évidemment, le fait qu'elle pique, ça permet de l'identifier sans se tromper. Et c'est quand même quelque chose de fondamental, puisque la deuxième question qu'on me pose après, est-ce que je vais pas m'empoisonner, c'est comment est-ce que je vais identifier la plante ? Est-ce que je suis bien sûr que ce soit telle ou telle plante ? Est-ce que je vais pas me tromper ? Avec l'ortie, pas de problème. Ça, c'est sûr que c'est une manière de le reconnaître, de la reconnaître tout de suite. C'est cool, non ? C'est très cool. Alors, quels sont les bienfaits de cette ortie ? Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la piqûre d'ortie. Parce que comme j'ai dit, je veux dédramatiser la situation. Il y a des gens, et c'était le cas là ce week-end, il y a une personne, elle a refusé de cueillir les orties. Elle tenait le sac ouvert et tous les autres cueillaient. Et par crainte ? Ouais. Et moi, évidemment, j'aime pas me piquer, bien sûr. Donc moi, mon truc, j'ai un super truc pour ne pas me piquer. Des gants ? Non, faire cueillir par mes stagiaires. Ah ben. Ça marche, mais c'est nickel. D'accord. Mais bon, en dehors de ça... Mais oui, mais non, mais c'est vrai, je veux dire, à chaque fois... On a les orties, je connais ça depuis... Courageux, mais pas téméraire. Ouais, non, mais simplement, c'est vrai, ça pique, ça irrite, c'est franchement pas agréable. Mais du coup, quand je m'y mets, je m'y mets, et puis au début, ça pique pas, et puis au final, il y en aura toujours une qui va me piquer, puis ça va me piquer. Et puis quoi ? Je sais en plus que s'il y a du plantain à proximité, je prends des feuilles de plantain, je les écrase entre les doigts, je frotte sur la piqûre, et ça disparaît en quelques dizaines de secondes. Bah, et alors ? Voilà. Donc, en même temps, je parle aux gens qui ont cette réticence. C'est une façon de se dépasser. C'est une façon d'aller plus loin que son petit confort. C'est une façon de mettre les choses en place et, quelque part, de communiquer avec la plante. Elle communique de cette façon-là, mais elle va nous apporter tellement de bienfaits après qu'au final, de toute façon, on ne peut que la remercier. Et c'est important d'être dans cette dimension de remerciement plutôt que d'être dans cette dimension de peur, de crainte et de repli sur soi. Voilà. Donc, l'ortie, elle nous apprend énormément sur nous-mêmes. Et ça, c'est très bien. Une plante qui pousse au dépassement de soi, je trouve ça génial. Absolument. Mais toutes les plantes le font quand on sait les approcher. On aura, j'espère, l'occasion d'approfondir un petit peu cette chose-là. Mais pour moi, c'est la base. C'est la base de mon travail. C'est pour ça que j'emmène les gens dans la nature. C'est pas juste pour leur apprendre à faire de la soupe d'ortie, mais c'est aussi pour leur apprendre à connaître les plantes, à connaître la nature, et surtout, au final, à se connaître eux-mêmes. Le fond de la chose, c'est ça, apprendre à se connaître. Et c'est très facile. Ça marche super bien. Voilà. Et donc cette femme qui était dans la crainte de toucher de l'ortie, est-ce qu'elle a tenu le sac jusqu'à la fin du stage finalement ? Est-ce qu'elle s'est lancée ? Elle s'est un petit peu lancée quand même, mais bon. Ah oui, bon, dis donc. Ah, c'était marrant. Voilà, mais il faut pas forcer ni les choses ni les gens, bien évidemment. Hein. Maintenant, donc on a cueilli ces orties. Ces orties, on a fait plusieurs choses avec. Et elle a beaucoup apprécié, et puis voilà, c'est très bien comme ça, quoi. Voilà.
On parle des bienfaits ? Oui, voilà, exactement. Les bienfaits de l'ortie. Alors, on va commencer par la technique un petit peu. D'un point de vue nutritionnel, les orties renferment 8 fois plus de vitamine C que les agrumes, que les oranges, que les citrons. Donc quand on vous dit vitamine C, jus d'orange, bon, je veux bien, les oranges, ça vient de l'autre bout de la planète ou au moins d'Espagne ou du Maroc. Quand on presse un jus d'orange et qu'on le laisse quelque temps, il s'oxyde, donc la quantité de vitamine C, elle chute drastiquement. Voilà. Donc, les feuilles vertes, c'est nettement meilleur d'une façon générale comme source de vitamine C que les agrumes ou les fruits en général d'ailleurs. Ensuite, elle contient autant de calcium que le fromage. C'est quand même pas mal. Sans les effets néfastes des produits laitiers ? Oui, on peut dire enfin, ça. Pour ceux, en tout cas, qui les supportent mal. Hein. Voilà, c'est encore une grande mais discussion. C'est propre à chacun, bien sûr. C'est propre à chacun, c'est propre aussi au type de produit laitier. Je veux dire, entre du lait cru d'un élevage en biodynamie et du lait pasteurisé ou UHT provenant d'une grande... Moi, je me rends compte, pour moi, c'est vraiment totalement différent, cette histoire-là. Mais voilà, n'entrons pas dans ce débat. Ensuite, elle contient 3 fois plus de fer que les épinards. Et étant donné qu'il y a énormément de vitamine C, ce fer est assimilable, puisque le fer non héminique a besoin de vitamine C pour être assimilé. D'accord. Voilà. Donc pour toutes les femmes qui souffrent de problèmes d'anémie, par exemple les femmes enceintes, on dit souvent qu'elles ont besoin d'un apport en fer supplémentaire. Les femmes en général, de toute façon, oui. Oui. L'ortie peut être une solution. L'ortie ou d'autres feuilles vertes. Ou d'autres feuilles vertes, de préférence des feuilles qui contiennent pas trop de tanins. Et c'est le cas des orties. Les orties, elles contiennent pas de tanins, il n'y a pas de... peu. En tout cas, suffisamment peu, il n'y a pas vraiment de facteurs antinutritionnels. Donc les orties, on peut y aller. Ça, c'est sûr. Après, c'est bien de diversifier avec d'autres plantes, bien évidemment. Il faut les connaître. Voilà. Mais je veux dire, s'il fallait garder qu'une seule plante, ça pourrait être l'ortie, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, ils contiennent beaucoup de magnésium, comme la plupart des plantes sauvages, contrairement aux plantes cultivées qui poussent sur des sols qui sont généralement carencés en magnésium. Voilà. Ensuite, il y a tout le côté antioxydant, tous les flavonoïdes en particulier, qui sont contenus en grande quantité dans les feuilles vertes d'une façon générale. L'ortie n'est pas différente de ce point de vue-là. Beaucoup de provitamine A aussi, donc ce pigment rouge, carotène, qui est caché par la chlorophylle, donc on ne voit pas. S'il n'y avait pas de chlorophylle, l'ortie, elle serait rouge, les pissenlits seraient rouges, parce qu'ils contiennent énormément de carotène, mais il y a de la chlorophylle, donc ça paraît vert. Voilà. Et puis, alors, une chose qui est peu connue, sont les protéines. Les protéines des feuilles vertes, ce qu'on appelle les protéines foliaires, sont équilibrées en acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés que l'organisme ne peut pas synthétiser, donc qui doivent lui être apportés tout près par l'alimentation. Alors on dit traditionnellement que ce sont les produits animaux, la viande en particulier bien sûr, mais sinon les œufs, le poisson, voire le fromage qui apportent ces protéines complètes, et que les protéines végétales sont carencées parce qu'elles sont déficientes en un acide aminé essentiel. C'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour les légumineuses qui sont des organes de réserve. Donc les céréales sont déficientes en lysine, les légumineuses en méthionine et choses comme ça. Et traditionnellement, dans toutes les traditions néolithiques, on va dire, on les combine. Donc on retrouve une protéine complète quand on combine céréales et légumineuses. Mais quand on s'intéresse aux feuilles vertes, aux protéines foliaires, c'est-à-dire aux protéines qui sont liées à des organes végétatifs, des organes vivants et non pas des organes de réserve, on se rend compte qu'elles sont équilibrées en acides aminés essentiels, exactement comme les produits animaux, comme la viande et tous ces machins-là. Voilà. C'est connu depuis des années, en tout cas, c'est connu depuis les années 70. Et il y a eu des travaux, des résultats de travaux de gens qui ont bossé là-dessus, entre autres à l'Institut agronomique, là, juste à côté. Là. C'était à Grignan, en fait. Mais qui ont été publiés en début 80. Je veux dire, on sait, il y a des études, il y a des documentations. Et qui connaît ces trucs-là, quoi? Et les nutritionnistes qui, normalement, devraient vous dire, surtout quand il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'être végétariens, on devrait au moins leur apporter ces éléments-là pour qu'ils comprennent. Voilà. Mais, alors, soit on le sait pas,
Soit les gens qui savent se disent bah oui mais de toute façon les gens quand ils mangent des plantes c'est du blanc de poireau, c'est de la laitue iceberg et c'est de la côte de bête, ils jettent le verre. Donc effectivement dans le régime végétal de l'occidental moyen, normal, c'est normal, normal. Il n'y a pas beaucoup de protéines vertes, voilà. Mais quand on s'intéresse aux plantes sauvages, là, ça devient complètement différent. Dans l'ortie, il y a entre 6 et 9% de protéines, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. C'est beaucoup. Et ces protéines sont équilibrées en acides aminés essentiels. Donc ça veut dire que quand on mange, quand on se fait, on s'est fait de la brandade d'ortie. Tiens, je vais vous parler de la brandade d'ortie après. Ouais, mon Dieu, attends, là franchement, ça a un apport nutritionnel, non seulement sur les micronutriments, on va dire, mais sur les protéines, en ce qui concerne les protéines, qui n'est pas négligeable. Je dis bien qui n'est pas négligeable. Je ne vais pas raconter des histoires et dire manger que des orties et tout ira bien et vous trouverez la santé parfaite et absolue. Non, il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais c'est un point important sur lequel on peut se baser pour, on va dire, pour vivre bien, quoi. Alors, comment est-ce qu'on la prépare, l'ortie ? J'imagine que tu vas nous parler de cette fameuse recette de brandade d'ortie, mais quand on l'accueille, qu'est-ce qu'on en fait après quand on est chez soi ? Alors, plusieurs choses. Il y a des choses. Moi, j'aime bien manger l'ortie crue. J'aime beaucoup manger l'ortie crue, mais évidemment, elle pique, l'ortie. Alors, une fois qu'elle est séchée, elle pique plus. Mais quand elle est séchée, c'est un petit peu dommage. Une fois qu'elle est mouillée, elle pique beaucoup moins. Mais bon, mouillée, bon. Alors bon, moi ce que j'en fais personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est du pesto d'ortie ou du beurre d'ortie par exemple. Donc ce qu'on a fait là, pendant ce week-end, tiens, je vais vous donner le menu du week-end. On a commencé par une soupe de senelle et de cornouille. Une soupe style soupe scandinave, style soupe sucrée, quoi. Senelle, c'est les fruits d'aubépine, et cornouille, c'est les fruits du cornouiller. Voilà. Cornouiller mâle, cornouiller mâle mais qui donne des fruits. Enfin, les botanistes sont un peu bizarres des fois. C'est des fruits rouges qui ressemblent un peu à des olives mais qui ont une saveur entre la framboise. Je connais pas. Non, c'est vrai. Non, vraiment. Oh, quand c'est mûr, c'est trop délicieux. C'est entre la framboise, la cerise et la groseille. Waouh. C'est super trop bon, quoi. Ça existe. Oui, ça existe. Oui, magnifique. tout à fait. Ça existe dans les lisières, dans les haies. Voilà, c'est un fruit oublié. Bon. Et donc on a préparé une soupe avec ça, c'était super bon. Après, qu'est-ce qu'on avait ? On a fait cette brandade d'ortie avec des dolmades de quinoa enveloppées dans des feuilles de consoude. Dolmades, c'est les feuilles de vigne farcies. Donc là, on a pris des feuilles de consoude qu'on a trempées dans de l'eau bouillante et qu'on a farci d'un mélange de quinoa avec des olives, des oignons, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Consoude, encore une plante dont on pourra parler un jour, dont il faut dire quand même des choses, parce que dans l'imaginaire collectif, maintenant, c'est devenu bien souvent une plante toxique parce qu'elle contient des alcaloïdes pyrrolysidiniques, des alcaloïdes qui font du mal au foie si on en mange trop souvent et en trop grande quantité pendant trop longtemps, mais en quantité moyenne, ça va, il n'y a absolument aucun souci. Donc là aussi, il faut dédramatiser la situation. Voilà. Ensuite, on a mangé une salade avec du sédum, c'est délicieux, c'est croquant, c'est super bon. Ouais, c'est vraiment ça. Ça apporte une texture extrêmement intéressante. Feuilles de pissenlit qui n'étaient pas amères du tout. Et c'est d'ailleurs, plus c'est amer, meilleur c'est pour le foie. Le pissenlit, c'est bien, on en a déjà parlé. Du laitron, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Un dessert. C'était quoi le dessert déjà ? Oh là là. Le cake chocolatanésie. Alors là, j'allais dire c'est mortel, mais attendez, non. J'y mets des guillemets, hein, c'est très bon. Ça déchire. Vous mourrez pas. Ouais, ça déchire. Ouais. C'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette terminologie ? Ça déchire, c'est mortel, c'est une tuerie. C'est un peu bizarre. L'être humain est quand même c'est vrai que c'est étrange. Un petit peu morbide des fois quand même. Non, c'était très très bon. Moi, je dis plus c'est un truc de ouf, mais un truc de ouf. C'est pareil, hein. Ouais, t'es branché. Toi, ouais. Mais non, on va dire ça d'une façon extrêmement simple. C'est vraiment très savoureux, très aromatique. Ça emplit le palais. Et puis, on a avec le chocolat étanésie, mais comme dirait mon ami Marc Vera, c'est le gars au grand chapeau noir, lui. C'est un mariage d'amour, quoi. Vraiment, ça va super bien ensemble. Seule chose, il faut le savoir, pas pour les femmes enceintes.
La tanaisie a des propriétés emménagogues, donc je demande toujours, est-ce qu'il y a des femmes enceintes? S'il y a des femmes enceintes, elles n'en prennent pas du tout, c'est pas la peine, quoi. Vous voyez? Les plantes, ça a des effets. Les plantes médicinales, oui, c'est une réalité. Ça agit sur l'organisme, et ça agit sur l'organisme en lui donnant un bon quelque chose. Donc, il y a certaines plantes qui ont plus d'effets que d'autres. Et la tanaisie a plus d'effets que l'ortie. Les femmes enceintes, elles peuvent manger de l'ortie tant qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Par contre, la tanaisie, elles ne vont pas en manger, ça c'est sûr. Voilà. Ah, bah, c'est dommage. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Ah, bah, une fausse couche. Une fausse couche. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Donc, voilà, soyons sérieux, quoi. Soyons prudents. Il faut savoir exactement ce qu'on fait. Quand on récolte les plantes sauvages, il faut déjà savoir ce qu'on fait pour récolter la bonne plante. Et puis, il faut savoir ce qu'on fait pour aussi utiliser à bon escient telle ou telle partie de la plante, de telle ou telle façon, en telle ou telle quantité. Ça ne s'improvise pas. Il faut le savoir. Voilà. Voilà. Et puis, le lendemain, on a fait un apéritif de lierre terrestre. Alors, c'est délicieux. Je donne la recette parce que c'est trop simple. C'est jus de pomme, vin blanc, citron entier coupé en morceaux, lierre terrestre, on a mis un petit peu de menthe, il y avait un peu de menthe sauvage là, qui poussait à côté, on mixe tout ça, on laisse reposer pendant 1 heure, on va dire au frais. Ah bon? Ouais. Après on filtre et on ajoute de l'eau gazeuse en quantité suffisante pour que ça attaque bien les papilles, qu'on ait une petite entrée de bouche qui soit bien stimulante. Mais c'est trop bon, quoi. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Le cocktail par couplant. Non, j'ai exactement. beaucoup, Exactement. Ouais, vraiment, c'est bien. Et puis après ça, alors justement, il y avait des canapés de beurre d'ortie. Après, donc, on en reparlera après. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des spaghettis au pesto de plantain. Super bon et super facile à faire. Faudra qu'on parle du plantain une fois aussi. Donc, vous avez mangé du gluten, vous aviez d'autres choses quand même. Que quoi? Que tout ce que vous avez ramassé sur place. Ah c'est oui, pas bien l'idée sûr. de se faire un repas qu'avec ce qu'on Ah bah attends, cueille. c'est pas de la survie là, c'est de la gastronomie sauvage. Quand on va sur mon site, Comme on l'avait quand pas on va sur signifié. mon site que je donne par la même occasion, www.couplan.com, n'oubliez Ouais. pas. Voilà, www.couplan.com. Bah moi je donne des stages de gastronomie sauvage et puis des survies douces. Alors, survie douce, là on part dans la nature, on emporte pratiquement rien, quoi, et puis on se nourrit de ce qu'on ramasse. Mais gastronomie sauvage, ouais, on a une base de qu'est-ce qu'on a? On a un peu de farine, des œufs, du fromage, du yaourt de soja et machin comme ça, huile d'olive, vinaigre, une céréale, une légumineuse, et puis voilà, du beurre en l'occurrence, sel, sucre, miel, et choses comme ça, quoi. Une petite base simple de produits bio, bien évidemment, parce que ça tombe sous le sens. Et à partir de ça, on accommode de façon... Alors, gastronomique, c'est de la gastronomie familiale, hein. C'est pas de la gastronomie de triple étoilé où on passe une demi-journée pour la mise en place. Donc, c'est pas ça. Il faut que ce soit. Non, mais bien fait. les goûts ont l'air très fins, très Ah ouais, élégants. attends, il faut. Ça a l'air incroyable. Il faut. Et on a terminé avec une verrine où on avait un petit coulis de fruits surmonté d'une gelée à l'agar-agar. 3 grammes au litre, l'agar-agar, c'est important ça, 3 grammes au litre, de boutons floraux de Reine des Prés. On a trouvé des boutons floraux de Reine des Prés et des fruits de carotte. On a mixé les deux. C'est vachement intéressant. C'est la première fois que je faisais ce mélange-là. Et c'est toujours enfin, en grande partie expérimental, hein, ce qu'on fait quand même. Il y a des choses qu'on n'a jamais faites. Tu vois, la soupe, par exemple, Senel Sinorodon, j'avais jamais faite. Cette verrine non plus, ce mélange, ça, j'avais jamais fait. Puis par-dessus, on avait un petit crumble de fruits de berce. Les fruits de berce, c'est un côté agrume, mais incroyable. Les berces, il y en a partout dans la nature, de tous les côtés. Et ça a un parfum d'agrumes, et en bouche, c'est du gingembre. Parce que c'est assez piquant. C'est superbe, c'est magnifique. C'est quand même fou qu'on connaisse pas toutes ces choses, quoi. C'est vrai, c'est fou. Hein? Pour en Voilà. revenir peut-être à Allez. notre beurre d'ortie, Allez. alors comment est-ce qu'on peut Le beurre faire d'ortie et la brandade. Et la brandade, oui. Bah, le beurre d'ortie, c'est très simple. Je prends du beurre, je le ramène à température ambiante. Là, ici, je veux dire, si on faisait ça ici, il serait bien mou, là. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est bien, c'est 40 carrément degrés, tropical. ouais. C'est carrément tropical, l'ambiance dans le C'est studio. très là. C'est tropical, chaud, ouais. hein. Et donc, je l'écrase, je le mélange avec de l'huile d'olive, un jus de citron, un petit peu de sel, un peu d'ail écrasé, et des feuilles d'ortie ciselées très très fin, à peu près 2 mm maximum, hein, de côté, hein, 2 mm. Voilà, et puis je mélange tout ça, et ensuite je tartine sur des tranches de pain coupées à 6 mm, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses, et légèrement grillées, comme ça.
petit peu desséché au four, que ça reste un peu moelleux quand même, et puis je tartine, et on mange ça en accompagnement de l'apéritif volière terrestre. Waouh, ah c'est fort, ah c'est bien, tout le monde est ravi, et putain mais attends, on se fait un bien pas possible, quoi. Je veux dire, avec toutes les propriétés nutritionnelles des différentes plantes dans l'apéritif déjà. Bon, pour ceux qui veulent pas boire d'alcool, on enlève l'alcool, on met du jus de pomme et puis éventuellement autre chose, un jus de poire ou quelque chose comme ça. Voilà. Plus les canapés. Bon, ceux qui veulent pas mettre de beurre ou pas de produits animaux, ils mettent du tofu. Moi, ça m'arrive de mettre ça. Je suis de plus en plus japonisant d'ailleurs. Il faudra qu'on parle aussi de ça parce que c'est vraiment fabuleux, quoi. Toute l'approche japonaise par rapport à la nature, d'une part, qui est complètement méconnue en Europe, mais également, et en particulier, ce qui m'intéresse, par rapport aux plantes sauvages comestibles. Pour eux, je veux dire, c'est une façon de vivre normale, quoi. Ils vont dans la montagne ramasser les plantes. D'ailleurs, les plantes sauvages comestibles, pour eux, c'est les légumes de montagne, ça s'appelle comme ça. Voilà, les gens vont les ramasser, c'est vendu sur les marchés, dans les supermarchés et tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de normal. Et ils ont des recettes avec ça. Moi, j'apprends plein de trucs, quoi. Vraiment, c'est intéressant. Mais là, voilà, bon, pour le moment, là, je suis resté un peu plus produits laitiers franco-français et tout. Enfin, c'est bien, ça marche bien. Et puis, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, c'est bon, c'est une bonne introduction, je dirais, aux plantes sauvages. Non, puis c'est original. Je pense que tu proposes ça à des invités comme le cocktail que tu nous as conseillé de faire. Oui. C'est quand même un apéritif hors norme. Je trouve ça absolument génial de se lancer là-dedans et de tenter. Alors, l'apéritif, il a une saveur vraiment très particulière. Là, c'est peut-être pas forcément tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine ouverture des papilles, voilà, pour pouvoir l'apprécier. En revanche, le beurre d'ortie, n'importe quel gamin, il est partant. Apprécie. Quoi. Ah ouais, parce que c'est très doux. Et la saveur de l'ortie, quand elle est bien appréciée, quand elle est bien apprêtée, l'ortie, c'est vraiment agréable. C'est vraiment, ça ne choque pas, ça ne brusque pas, ça va dans une direction qui est à la fois connue et à la fois complètement nouvelle. Donc ça, c'est très chouette. Quant à la brandade d'ortie, alors là, c'est autre chose. J'ai mis ça au point parce que je trouve que les feuilles d'ortie un petit peu âgées en fin de saison, elles ont tendance à avoir un goût de poisson, voire de morue. C'est carrément, waouh, c'est carrément puissant. Donc j'adore la brandade de morue. Avec force huile d'olive, etc. Là, qu'on monte. Tu vois ce que c'est la brandade? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ma mère la cuisine tout le temps. Elle n'est pas portugaise, hein, mais elle la cuisine tout le temps. Ah, la brandade, c'est pas portugais, hein. Brandade de Nîmes. Ah ouais. Brandade de Nîmes. D'accord. Ouais, c'est plutôt, j'étais sûr que c'était plutôt une spécialité Languedoc-Provence. Ah non. Bacalao, alors ils ont toutes leurs spécialités, les Portugais, mais pas ça. Bacala mantecata, on la retrouve à Venise également. Bacala mantecata, ouais, c'est le même principe, sauf qu'ils mettent de la crème dedans. Pourquoi pas un peu d'huile d'olive, beaucoup de crème, bon voilà. Ouais. Voilà. Bon, moi je procède un peu différemment. Je fais cuire les orties avec des oignons, j'ai fait bien fondre les orties, et j'ajoute des lentilles, à peu près le tiers de la quantité d'orties, de lentilles vertes ou lentilles décortiquées, lentilles corail, bien cuites, voilà. Et puis, ensuite, j'ajoute aussi quelques pommes de terre écrasées. Et je mélange tout ça, bien intimement. Et je monte, un petit peu d'ail, bien sûr, et je monte à l'huile d'olive. Comme une brandade. Et quand j'ai atteint la consistance qui me plaît, soit je la sers comme ça. On l'a fait en deux façons. On l'a fait servi direct comme ça, tienne. Et d'autre part, on a mis un petit crumble dessus. Et on l'a fait gratiner au four. Donc, deux façons. Bon. C'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Et là, on retrouve ce goût puissant de l'ortie, ce goût presque de poisson, mais qui est tempéré, évidemment, par les oignons d'une part, qui l'adoucissent, et puis pommes de terre, lentilles, etc. Et ça donne quelque chose qui est... Même chose, complètement inconnu. On retrouve des saveurs qu'on connaît aussi, donc on n'est pas trop dépaysé. Et tu pourrais le faire juste avec les pommes de terre, sans l'ajout des lentilles, par exemple? Et on peut faire ce qu'on veut. Hein. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que les lentilles... Qu'est-ce que ça apporte, les lentilles, justement? Ça apporte une saveur. Surtout les lentilles vertes. Là, on l'a fait avec des lentilles corail. Moi, je trouve qu'avec les lentilles vertes, ça rajoute de la force, quoi. Lentilles et orties, c'est un petit peu... Et surtout les vieilles orties, c'est un petit peu la même direction. C'est un goût très puissant, quoi. Avec ça, il faut un vin rouge, tu vois, un vin rouge un petit peu corsé, qui tienne la route, quoi. Alors qu'avec la... Moi, je suis plus Bourgogne ou...
Non, bah attends, il y a Moi des aussi. vins. Non, Non, il y a des vins, il y a des vins du Languedoc, il y a des vins d'un petit peu partout, Non, bien sûr, ou des bien vins sûr. valaisans, par exemple. On connaît pas les vins valaisans. Moi, je vis en Suisse, j'habite en Suisse, donc j'ai la chance d'être un peu branché sur certains vins suisses. Il y a des bijoux, il y a des merveilles, il y a des choses là-dedans. Bordeaux, j'ai jamais trop aimé personnellement, mais bon, après c'est le choix de tout chacun. Là, on est en plein dans le culturel. Hein. Là, on est plein dans le culturel, dans le subjectif. Donc, Bien sûr. c'est effectivement le choix de chacun. Donc en tout cas une brandade qu'on peut réaliser avec ou sans lentilles, mais c'est une incroyable idée de pouvoir se lancer dans une brandade d'ortie qui a aussi beaucoup de bienfaits sur la santé. Alors déjà, un des bienfaits sur la santé qu'il y a, bon, c'est que c'est nutritif. Et ça, c'est marrant. Tout le monde me le dit quand on fait nos repas comme ça. Ah mais j'ai plus faim. Ah mais je suis arrivé à satiété. Et effectivement, les plantes sauvages sont tellement riches en nutriments que très rapidement, on atteint le seuil de satiété. Bon, là, on a ajouté des lentilles, on a ajouté pommes de terre, donc côté glucides, ça va, on a aussi ce qu'il faut. Bien sûr. Mais on est beaucoup plus rapidement satisfait avec une brandade là, de ce style où on a lentilles, pommes de terre et les orties, que si on va juste manger une purée de pommes de terre toute seule ou des lentilles saucisses de Montbéliard, quoi. Vraiment. Bon, alors en tout cas, merci François pour tous ces conseils, ces petites recettes. Alors comme tu l'as déjà souligné, on te retrouve sur un site internet, donc c'est www.couplan.com. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on conclue cette émission et ce petit focus autour de l'ortie aujourd'hui. Bah, je veux bien ajouter quelque chose, c'est que ma prochaine balade en région parisienne sera les 4 et 5 octobre. Et donc, voilà, si des gens qui sont intéressés, ils vont sur mon site, ils regardent ça, ils voient ça, et puis venez, et puis on va s'amuser ensemble, ça va être bien. Et puis j'organise une balade au Bois de Boulogne aussi le 3 octobre, donc le vendredi juste avant, et ça vaut la peine. Tu prends des groupes de combien ? Bois de Boulogne, c'est une quinzaine de personnes, et puis sinon sur le week-end, c'est une vingtaine, quoi. Comme ça. Ça va, donc il vaut mieux s'y prendre assez rapidement parce que ça se... Bon, puis 4-5 octobre, c'est demain, quoi. Enfin, ça approche, ça va très vite arriver. C'est 4-5 ou c'est 4-5 ou c'est 3-4 ? Non, c'est 4-5, effectivement. Et samedi, c'est la Saint-François d'Assise, c'est mon saint patron. Vous voyez, celui qui parlait avec les loups et puis qui mangeait des plantes sauvages. Il mangeait des plantes sauvages, Saint-François d'Assise. On le sait pas, mais il mangeait des plantes sauvages. Comme et quoi, quoi on porte jamais son prénom par hasard. Ah, bah ma maman, elle a bien choisi son coup. Hein. C'est elle qui m'a appris les plantes, ma maman. Donc t'avais tout pour devenir un ethnobotaniste de talent. Ah, je l'ai même pas fait et nous transmettre ça sur les ondes de Radio Médecine Douce. Voilà. Alors cher François, donc on te retrouve, on a toutes les informations utiles concernant tes stages, tes activités, donc sur le site www.couplan.com. Oui, et on rappelle cette balade des 4 et 5 octobre. Donc les gens peuvent t'envoyer un petit mail, te contacter, il y a toutes les coordonnées. Ah bah il y a toutes les coordonnées sur le site, ils s'écrivent et puis on leur dit s'il reste encore des places et puis ils s'inscrivent et puis c'est bien et puis on se rend compte. Puis, vraiment j'adore ça, quoi. Ça fait 45 ans que j'emmène les gens dans la nature pour leur faire découvrir les plantes et j'aime toujours autant ça, quoi. Que les gens soient complètement néophytes quand il y a une petite lueur qui s'allume dans leurs yeux parce que ils viennent de sentir que le plantain ça sent le champignon, le rosé des prés. Attends, c'est merveilleux, quoi. Merci, quoi. Merci pour cette belle conclusion. À bientôt François. Ok, à bientôt Nathalie.